Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier lundi à Niamey, la capitale du Niger, aux environs de 17h50 heure locale. Le chef de l'État ivoirien vient prendre part à la 4e réunion de la Task Force présidentielle de la CEDEAO. À son arrivée à l'aéroport de Niamey, le président Alassane Ouattara a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou. Le président de la République a eu ensuite les honneurs militaires et salué toutes les personnalités présentes à l'aéroport Hamani Diori avant d'échanger au salon d'honneur avec le président nigérien. Le secteur agricole et le potentiel agro-industriel de la Côte d'Ivoire au cœur de la coopération Côte d'Ivoire-Belgique. Les ministres Sangafoua Coulibaly de l'Agriculture et Jean-Claude Brault de l'Industrie étaient ce lundi face aux investisseurs belges présents en Côte d'Ivoire à la faveur de la visite de la princesse Astrid de Belgique. Objectif de cette rencontre, présenter les opportunités d'affaires dans le secteur agricole et de l'agro-industrie. Noël Niagno. La Côte d'Ivoire, premier du top 5 des champions de l'agriculture en Afrique et deuxième dans le top 3 des pays les plus valorisés par les investisseurs. Des références établies. À titre d'illustration, premier pays producteur de cacao au monde, premier pays exportateur de cajou au monde, pour ne citer que ces deux spéculations-là. Le bémol, des potentiels sont sous-exploités, aussi bien dans le secteur agricole que celui de l'agro-industrie. Tout ce que nous faisons se fait avec la pluie. Tous ces résultats ont été obtenus sans maîtrise d'eau pratiquement, sans utilisation de fertilisants. Moins de 10% des productions sont utilisées avec des fertilisants. Donc le potentiel, vous pouvez l'imaginer, on peut même réduire de moitié les exploitations, les terres que nous exploitons aujourd'hui et multiplier par 3 les quantités que nous avons obtenues. L'anacarde, la situation est difficile parce que nous sommes à 6% de transformation. C'est vrai, c'est une filière qui est nouvelle par rapport au cacao, elle est plus récente, elle est en train d'être mise en place en termes de transformation, mais là nous avons un programme spécial mis en place justement dans la stratégie pour accroître la chaîne de valeur. Inviter des investisseurs à exploiter ces poches d'opportunités d'affaires. Voilà le sens des exposés des ministres Sangafoua Coulibaly de l'Agriculture et du Développement rural, Jean-Claude Brault de l'Industrie et des Mines. En plus de ces deux membres du gouvernement, des investisseurs désormais établis en Côte d'Ivoire ont souligné leurs expériences. Une sorte de travaux dirigés pour mieux décider des potentiels investisseurs. Pour l'heure, la maîtrise de l'eau et l'amélioration de la productivité dans le secteur de la cacaoculture sont ciblés. De toute zone vivrière qui se respecte, on a évidemment besoin d'eau en abondance pour pouvoir garantir des productions élevées et en plus faire aussi des productions en contre-saison, comme on appelle ça. Quand il y a les saisons sèches par exemple, eh bien, on garde l'accès à l'eau. Donc nous venons avec 2 produits phares. Le premier, il s'agit d'une machine qui permet de décabosser les cabosses de cacao, donc de séparer d'une façon très précise les fèves des cabosses. Cela permet d'améliorer les conditions de travail, d'alléger les conditions de travail des travailleurs et surtout de fournir une productivité assez importante. Ouvert ce lundi, ce forum économique Côte d'Ivoire-Belgique prend fin le 26 octobre prochain. Et dans la région du Gontogo, l'école gratuite et obligatoire a fait donc partie de la Côte d'Ivoire, l'une des régions à forte scolarisation. Cependant, les efforts des autorités administratives, autorités éducatives et parents d'élèves semblent contrariés par une question délicate, celle de la non-déclaration des naissances autant que celle de l'établissement de l'extrait d'acte de naissance. Conséquence, des difficultés pour les enfants de présenter le concours d'entrée en 6e une fois en classe de CM2. Les ONG qui opèrent dans ce domaine de l'éducation et du droit des enfants ont pris le problème à bras-le-corps. Pour autant, les parents éprouvent d'énormes difficultés qui sont de plusieurs ordres. Les explications de Jeanne Toubé dans ce dossier qu'il nous présente maintenant. À l'entrée du village de Ditiyé, dans la région du Gontogo, l'école communautaire du village attend toujours que les enfants viennent remplir cette case. C'est elle qui sert de salle de classe. Ici, l'école n'est pas la priorité des populations, bien que de gros efforts continuent d'être faits pour scolariser les enfants. En revanche, les parents sont préoccupés par la question de délivrance
d'actes de naissance ou jugement supplétif de leur progéniture. À l'école, il y a 230 enfants inscrits qui n'ont même pas extrait. Même ici dans la région de Bontougou, il y a des adultes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et les enfants, n'en parlons même pas. Les chiffres fournis par les autorités éducatives, croisés avec ceux des ONG travaillant dans le secteur éducation dans la région du Gontougo, sont édifiants. Tenez, pour l'année scolaire 2016-2017, sur 122 000 élèves, 75 000 du primaire ont été déclarés sans extrait de naissance. Plus de la moitié entrent pour la première fois dans le système scolaire. C'est pour cela que l'État a décidé que pour que les enfants viennent au CP1, on ne fasse pas de l'extrait de naissance impréalable. Quitte aux enseignants, après, de faire les démarches pour qu'on puisse avoir les extraits de naissance. Mais il faut relever que dès le CM2, une dérogation est faite aux élèves pour que ceux-ci puissent composer à l'examen avec des attestations d'identité. Sur les 3 dernières années, 2015, 2016, 2017, cette disposition a permis de sauver 2109 enfants. Autrement dit, si cette disposition n'était pas prise, ces 2109 enfants ne pouvaient pas passer l'entrée en 6e. On est frappé par une chose. Les enfants inscrits à l'école d'une année scolaire à une autre s'illustrent comme d'excellents élèves. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, le petit Abdoulaye en classe de CM1 à Bondoukou. Toujours, je disais à mes parents, quand ils me mettent à l'école, quand mon père s'en va, on dit d'envoyer mon jugement. Il cherche et puis quand il a eu travail là, c'est ça, il a dit au tonton et le tonton a fait pour moi. Puis on est parti, m'a mis à l'école. J'avais 10 ans. Avec l'aide des autorités administratives et judiciaires, établir un extrait de naissance à cet enfant. On est en train de suivre son parcours. Si possible, même il pourra passer le CEP cette année. Entre autres cas en cours de traitement, celui de cet enfant de 9 ans en classe de CM1 à Bondoukou. Dame Kambou doit supporter chaque jour la tristesse et l'inquiétude de sa petite fille, tourmentée par l'idée qu'elle pourrait être sans identité pour longtemps et peut-être même apatride. Cet enfant, je l'ai mise à l'école. Le jument, on a tout fait, mais je n'ai pas retrouvé le jument de cet enfant où le papa a mis avant de mourir. Donc, actuellement, je cherche à faire un nouveau jument pour qu'il puisse faire les bancs. Il y a certaines localités qui sont tellement éloignées de la sous-préfecture qui font aujourd'hui que les populations qui sont dans des zones très très éloignées ne fréquentent pas les centres de santé pour les consultations prénatales. Et lorsqu'il y a des accouchements, à peine combien de femmes pensent à venir à l'hôpital pour pouvoir accoucher. Or, quand vous regardez le processus de déclaration de naissance, il y a le certificat médical de naissance qui doit exister. Dans le village de Djengparé, où l'accès est extrêmement difficile et où le centre de santé le plus proche se trouve à plus de 20 km du village, véritable parcours du combattant, les populations se sont organisées avec le soutien et l'assistance technique de l'ONG Soleil Levant. Objectif, déclarer toutes les naissances dans le village et, in fine, établir l'extrait de naissance des enfants, tous les enfants. On ne sait pas moins que les maris. S'il dit on a qu'à aller sur le jument. Et s'il ne fait pas? S'il ne fait pas, moi, il y a des vrais pour faire. Nous passons toujours par la sensibilisation. La SAMFAV est même venue ici. Et nous avons fait créer ce qu'on appelle le CMF, le club de mères et élèves filles. Ça a beaucoup contribué au fait qu'il y a des enfants qui ont eu des extraits. L'exemple des CMF, club des mères, des élèves filles, a obtenu d'excellents résultats pour ce qui est de l'envoi et du maintien des filles à l'école. L'autre défi reste à en faire autant dans le domaine de l'état civil. Et pourtant, que de pesanteurs. En cause, l'environnement et les conditions de vie des populations en zone rurale, le processus même de l'établissement de l'extrait de naissance, surtout les rapports entre population et administration, source de découragement des requérants. Il y a certains qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Au lieu d'aller faire les extraits de naissance, on te promet 15 000 francs par chacun, par enfant. 15 000 francs par enfant, tu ne peux pas. Les agents d'état secondaire, vu les distances éloignées des villages, le plus souvent, ils peuvent aller pour faire les prélèvements. C'est le bénévolat. Et ils aident les parents.
Donc en les aidant, les parents doivent être à même de leur assurer le transport. Peut-être c'est quand ils voient ces trucs que c'est cher. Sinon, en ville, il n'y a pas de problème. En ville, la déclaration, après, le parent, il paie son timbre et puis bon, il repart le même jour avec son extrait tout fait. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas cacher. Mais cela peut se régler si l'État lui-même réforme réellement le système. C'est le plaidoyer des ONG. D'autant que pour les populations de zones rurales, les extraits de naissance ou jugement supplétif restent un emprunt de l'Occident. On comprend donc pourquoi, malgré les efforts de l'État relayés par les actions des ONG sur le terrain, la question de la non-déclaration des naissances autant que celle de l'établissement de l'acte de naissance ou jugement supplétif a atteint la cote d'alerte. Reportage signé Eugène Atoubé. Un mot de religion dans ce journal. Direction Bartre, un village situé dans la région de Lourdes. Cette localité a une histoire avec Sainte Bernadette Soubirous, fille de 14 ans à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois. Cette année, des pèlerins étaient dans ce village pour comprendre l'histoire de cette petite devenue sainte aujourd'hui. Grace Kondo. Bartrès est une localité située à une dizaine de kilomètres de Lourdes. Ce village est chaque année visité par de nombreux pèlerins. Deux raisons expliquent ces visites à Bartrès. Première, Bernadette y a été placée en nourrice alors que sa mère brûlée au sein ne pouvait pas l'alerter. Deuxième, la famille Soubirous, devenue très pauvre et ne pouvant pas nourrir plusieurs enfants, a envoyé Bernadette chez son ancienne nourrice. En retour, la petite devrait garder les moutons dans une bergerie près du village. C'est l'occasion de penser à tous ces enfants-là qui souffrent dans le silence. Dans les maisons, il y a des filles qu'on confie à des personnes qui souffrent, qui se lèvent à 3 h du matin pour balayer la maison. Parfois, bon, même si des choses se pètent dans la maison, on les accuse injustement. Malheureusement, on n'a pas de choix. Le parcours a été fait par les pèlerins. De par sa détermination, sa foi, cela nous permet aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, après des milliers d'années, de venir ici pour notre reconversion et demander à Notre-Dame de Lourdes toutes les grâces dont nous avons besoin pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays, pour les Africains et pour tout le monde entier. Prières, récitation du chapelet, louanges ont marqué la visite des pèlerins à la bergerie de Sainte-Bernadette à Bartrès. Reportage Grace Kondo de retour de Bartrès à Lourdes. L'actualité internationale en bref, la rébellion des forces populaires du Burundi, les ex-Forebu composés essentiellement de soldats et de policiers qui ont déserté les corps de défense du Burundi depuis le début de la crise politique dans ce pays. Il y a plus de 2 ans, vient d'être décapité. Leurs deux principaux leaders, le général Jérémie Ntiharibagira, un ancien compagnon d'armes du président Pierre Nkurunziza, devenu leur chef depuis leur changement de nom fin août, et son adjoint, le colonel Edouard Shimirimana, aurait été arrêté samedi dans l'est de la Tanzanie en compagnie de 2 autres cadres du parti. Leurs compagnons d'armes semblent avoir perdu toute trace de leur chef depuis lors. Le secrétaire général des Nations Unies est attendu ce mardi à Bangui pour 4 jours. Antonio Guterres vient en Centrafrique alors que le pays s'enfonce depuis 1 an dans une nouvelle spirale de violence qui a fait des centaines de morts et alors que le mandat de la MINUSCA doit être renouvelé le mois prochain par le Conseil de sécurité. Et puis, pour terminer, sachez qu'après l'annulation de son élection du mois d'août, le Kenya organise jeudi une présidentielle à risque. Plusieurs organisations de la société civile et chancelleries occidentales ont tenté de temporiser, mais à 3 jours du vote, la tension est loin de retomber. Même si des appels au calme et au dialogue sont lancés de toutes parts, lundi soir, la Super Alliance nationale, NASA, principal parti d'opposition, a maintenu ses manifestations prévues ce mardi 24 octobre et mercredi. Le face-à-face pourrait être tendu avec les forces de sécurité, critiquées déjà pour leur brutalité. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos chaînes.